Bonsoir à vous qui nous ouvrez vos portes. Bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue sur Inside News RDC. Ce dimanche 18 janvier 2026 se dresse comme une charnière rugueuse dans la marche de notre nation. Un de ces moments où l'histoire semble hésiter entre l'espoir feutré de la diplomatie et la dureté implacable des faits. Si vous nous rejoignez, c'est que vous exigez une lecture qui dépasse les simples communiqués administratifs pour sonder les enjeux de notre souveraineté. Ce soir, nous décryptons le décalage frontal entre le velours des salons de Lomé et la boue des camps de réfugiés où nos frères et sœurs tentent de survivre. Nous allons disséquer ensemble ce sommet de la dernière chance au Togo, censé unifier une médiation africaine autrefois fragmentée. Mais pendant que les diplomates polissent leur verbe, le sol de l'Est saigne encore. Nous reviendrons sur l'urgence humanitaire de 250 000 compatriotes au Burundi et en Tanzanie, victimes d'un poison rwandais qui ne se contente plus de piller nos minerais, mais s'attaque désormais à nos infrastructures, allant jusqu'à arracher le goudron de nos routes à Uvira. Nous porterons également un regard frontal sur la gestion de notre capitale. Kinshasa se noie, non pas seulement sous les pluies, mais sous une faillite de leadership municipal que nous n'hésiterons pas à questionner. Enfin, nous saluerons l'acte de dignité venu du Malawi, une leçon de souveraineté symbolique qui résonne jusqu'au cœur de notre identité nationale. Une édition dense, ancrée dans la rigueur et l'empathie, car comprendre la vérité, c'est déjà commencer à résister. Ce soir, la diplomatie cherche sa boussole au Togo, pendant que la réalité du terrain nous impose un tout autre diagnostic. Inside News RDC, c'est parti. Le fait brut nous ramène au 16 et 17 janvier 2026, dans la capitale togolaise. Lomé est devenu le centre de gravité d'une architecture de paix repensée pour la République démocratique du Congo. L'objectif affiché, mettre fin à la dispersion stérile des initiatives de 2025, qui, entre Washington, Doha et Luanda, ont laissé un vide sécuritaire béant. Ce miroir international révèle une Afrique qui tente de reprendre la main sur son propre destin. Alors que les Nations Unies et les puissances occidentales semblent s'essouffler, Lomé propose une centralisation sous l'égide de l'Union africaine. Il s'agit de transformer des accords de papier, comme celui de Washington du 4 décembre dernier, en une réalité opérationnelle capable de résister aux velléités bellicistes régionales. Je vous invite à suivre avec une attention particulière le message d'ouverture du président du Conseil du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, dont nous diffusons l'essentiel maintenant. Excellences, Mesdames et Messieurs, les anciens chefs d'État et membres du panel des facilitateurs. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères et des représentants des pays frères d'Afrique, Monsieur le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des États-Unis, d'Amérique, de la France et de l'État du Qatar, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Monsieur le secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe, Madame la secrétaire générale de la communauté d'Afrique de l'Est, Monsieur le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous souhaite à tous à nouveau la bienvenue à Lomé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assumer pleinement nos responsabilités collectives. Cette réunion de haut niveau intervient à un moment charnière. Nous ne sommes plus autant des diagnostics répétés. Nous ne sommes plus autant des déclarations qui se superposent sans toujours se renforcer. La situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs nous oblige à la cohérence de l'action. Les efforts récents ont permis de maintenir un espace politique actif.
C'est un acquis important. Mais cet espace doit désormais produire des compromis durables, des compromis capables de résister au temps, aux chocs et aux fragilités du contexte régional et international. C'est pourquoi je voudrais commencer cette réunion en partageant avec vous 4 messages clairs qui, selon moi, pourraient guider notre travail. Mon premier message, c'est que cette réunion de haut niveau à Lomé est un moment de vérité pour l'action africaine. Au cours de nos travaux, nous devons démontrer notre capacité à ordonner nos efforts, à assumer nos responsabilités et à tenir un cap commun, même dans un environnement régional fragile et dans un monde de plus en plus fragmenté. L'enjeu est simple, mais exigeant. Lomé ne doit pas être une conférence de plus. Ce doit être un moment de clarification politique. Ce moment engage notre crédibilité collective. Il engage la capacité de notre continent à traiter ces crises les plus complexes avec lucidité, cohérence et constance. L'Afrique ne doit pas échouer dans sa mission de paix. L'enjeu est donc d'abord celui des conditions d'une paix durable en RDC et dans les Grands Lacs. Il est aussi celui de la maturité politique de l'action africaine face aux défis de sécurité et de stabilité du continent. Mon deuxième message, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo sans davantage de cohérence stratégique. Il ne suffit pas de proclamer la paix. Il faut la construire dans le temps. Et nous savons qu'elle s'affaiblit lorsque les initiatives se juxtaposent sans coordination. L'expérience récente nous l'a montré. La fragmentation des cadres, des médiations et des initiatives affaiblit la paix plus qu'il ne la sert. Nous avons donc besoin de réaliser ici un saut qualitatif en matière de cohérence. Nous devons faire en sorte que chaque effort contribue à une dynamique commune et non à une dispersion des stratégies. La cohérence n'est pas un slogan diplomatique, c'est une condition opérationnelle de notre succès. L'objectif central de cette réunion de haut niveau est précisément de restaurer la cohérence, de renforcer l'alignement, la complémentarité et la lisibilité de l'action africaine. Cette cohérence doit être triple. D'abord, une cohérence politique entre les États de la région pour réduire les malentendus et reconstruire la confiance. Ensuite, une cohérence institutionnelle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les facilitateurs pour éviter les chevauchements et les contradictions. Enfin, une cohérence opérationnelle entre les décisions prises au sommet et leur traduction concrète sur le terrain. Mon troisième message, c'est que le processus africain unifié doit maintenant devenir pleinement opérationnel. Nous disposons d'un cadre politique clair. Le processus africain unifié, placé sous le leadership de la médiation de l'Union africaine. Mais l'histoire des processus de paix nous enseigne une chose essentielle. Un cadre, aussi pertinent soit-il, n'a de valeur que s'il produit des résultats concrets. L'enjeu aujourd'hui n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau. Il est de faire fonctionner efficacement ce que nous avons déjà décidé ensemble, avec rigueur, avec méthode et avec constance.
Il ne s'agit pas d'ajouter des engagements de principe. Il s'agit de créer des conditions d'une mise en œuvre cohérente, concertée et durable. Je voudrais donc que cette réunion de Lomé marque un tournant. D'abord, en clarifiant l'architecture de la médiation pour que les rôles, les responsabilités et les chaînes de décision soient compris de tous. Ensuite, en renforçant les outils d'appui et de coordination pour soutenir efficacement le travail des facilitateurs et améliorer la circulation de l'information. Enfin, en préparant une feuille de route réaliste, hiérarchisée et orientée vers l'action. Une feuille de route avec des priorités claires, des séquences maîtrisées pour les mois à venir et des mécanismes de suivi crédibles. C'est ainsi que nous allons transformer une architecture politique en un outil pleinement opérationnel, capable d'accompagner les efforts de paix dans la durée. Un dernier message, c'est que nous devons garder en tête que la paix n'a de sens que si elle est vécue par les populations. Permettez-moi d'insister pour finir sur ce point essentiel. Derrière nos cadres, nos textes et nos mécanismes, il y a des femmes, des hommes et des enfants, des communautés déplacées, privées de sécurité, de soins, d'écoles et de perspectives. La paix ne se mesure pas uniquement à la signature d'accords ni à la tenue de réunions. Elle se mesure à la sécurité retrouvée, à l'accès aux services essentiels et au retour progressif de la confiance dans la vie quotidienne. Les dimensions humanitaires, sociales et économiques ne sont pas périphériques au processus de paix. Elles en sont le test de crédibilité. Si les populations ne perçoivent pas d'amélioration concrète de leurs conditions de vie, les accords de paix restent fragiles et les cycles de violence peuvent reprendre. Autrement dit, si la diplomatie se déconnecte de la réalité vécue sur le terrain, alors la paix reste précaire. Je vous invite donc tous à garder cette évidence comme boussole tout au long de nos discussions. La paix que nous cherchons à construire doit être utile, tangible et durable. Elle doit être avant tout au service des femmes, des hommes et des communautés qui subissent les conséquences du conflit. C'est à cette responsabilité collective que la réunion de haut niveau de Lomé nous appelle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au-delà de la courtoisie diplomatique, l'analyse de ce message révèle une exigence de rupture. Faure Gnassingbé articule son action autour de 4 piliers: la vérité, la cohérence stratégique, l'opérationnalisation et la primauté de l'humain. Pour nous, journalistes et citoyens, ce discours doit être passé au scalpel. D'abord, la vérité. Lomé refuse d'être une conférence de plus. Le médiateur exige une clarification politique. L'Afrique doit assumer sa responsabilité face à l'agression rwandaise sans l'hypocrisie des diagnostics répétés. Ensuite, la cohérence stratégique. Le président togolais fustige la fragmentation qui affaiblit la paix. Cette cohérence doit être triple: politique entre les États de la région, institutionnelle entre l'UA et les blocs régionaux comme la SADC, et opérationnelle sur le terrain. C'est un désaveu implicite de l'année 2025 où les médiations se superposaient sans jamais se renforcer. Le troisième pilier est l'opérationnalisation. La création d'un secrétariat conjoint indépendant vise à doter les facilitateurs, tels qu'Olusegun Obasanjo ou Uhuru Kenyatta, d'outils techniques réels. Enfin, la primauté de l'humain. C'est ici que le discours rejoint la détresse de nos mères
et de nos enfants. La paix ne se mesure pas à la signature d'un accord à Doha, mais à la sécurité retrouvée dans les quartiers d'Uvira et de Goma. Cette quête de cohérence nous rappelle étrangement le dialogue intercongolais de Sun City en 2002. À l'époque, comme aujourd'hui, le bégaiement de la paix provenait d'un manque de suivi des engagements. Si Lomé échoue à imposer un mécanisme de suivi contraignant, nous risquons de voir ce processus africain unifié rejoindre les archives poussiéreuses des espoirs déçus. La société civile s'interroge. Comment financer cette nouvelle architecture alors que le plan humanitaire de la RDC accuse un déficit de 1,4 milliard de dollars? Le grand écart est saisissant entre le coût des salons feutrés et la réalité d'une population qui attend des actes. Lomé peut-elle restaurer la crédibilité de l'Union africaine, là où les accords parrainés par Washington ont montré leurs limites par manque de fermeté face à Kigali? La question demeure. La diplomatie africaine est-elle enfin prête à passer des paroles aux sanctions? Car pendant que les experts dessinent des feuilles de route au Togo, le sol de l'Est, lui, continue de saigner sous les manœuvres de l'AFC M23. La mission humanitaire conduite par la ministre d'État Eve Bazaiba au Burundi et en Tanzanie, dont elle est revenue ce 17 janvier, expose une réalité que les chiffres administratifs échouent à décrire. Nous parlons d'une intervention exceptionnelle. En droit international humanitaire, le pays d'origine n'intervient pas directement auprès de ses réfugiés. Mais face à la détresse de 250 000 compatriotes, Kinshasa a décidé de déroger aux conventions pour apporter une assistance directe. Ce geste s'inscrit dans un miroir international inquiétant. Les grands donateurs, singulièrement les États-Unis, ont réduit leur financement humanitaire, forçant la RDC à devenir le premier donateur pour ses propres déplacés à l'étranger. À Busuma, au Burundi, 67 000 personnes s'entassent dans un camp où le choléra a déjà frappé 198 citoyens, emportant 2 vies. En Tanzanie, ce sont 87 000 de nos frères qui luttent contre la faim et le manque de médicaments. La réalité du terrain est plus rugueuse encore. Patrick Muyaya et Eve Bazaiba dénoncent une stratégie de désinformation que nous nommons aussi le poison rwandais. Des éléments de l'AFC M23 s'introduisent nuitamment dans les camps pour manipuler les réfugiés. Leur tactique est cynique. Ils font croire que la paix est revenue à Uvira pour pousser nos populations à un retour forcé vers une zone de guerre, tout en écrivant au HCR pour décliner toute responsabilité. Pire encore, le pillage a changé de nature. À Uvira, les agresseurs ne se contentent plus de l'or et du coltan. Ils déterrent littéralement le goudron de nos voûtes. Les rapports font état de camions emportant des engins de génie civil et du bitume vers l'autre côté de la frontière. C'est une volonté de destruction systématique de l'État. Au milieu de cette désolation, la vie s'obstine. Le jour de la visite ministérielle en Tanzanie, 28 naissances ont été enregistrées. 28 petits Congolais nés dans la boue, loin de leur patrie. C'est l'image même de notre résilience. Madame Bazaiba nous a raconté, la voix nouée, comment ces hommes et ces femmes ont entonné l'hymne national en sanglots. Ils ne réclamaient pas seulement du riz ou des tentes, ils criaient leur besoin de rentrer à la maison. Cette infiltration nocturne dans les camps rappelle les méthodes utilisées lors de la création de l'AFDL. On déplace les populations pour créer des boucliers humains et justifier une présence armée permanente. Est-ce que la communauté internationale, qui a exigé le départ de l'AFC M23 d'Uvira, va enfin tenir Kigali responsable de ce retrait qui n'est qu'une simulation, puisque les infiltrés restent en tenue civile pour préparer le chaos? De la détresse de nos frères à l'extérieur, revenons au cœur de notre capitale, où la gouvernance urbaine semble, elle aussi, prendre l'eau de toutes parts. Les 14 et 15 janvier derniers, Kinshasa n'a pas seulement subi des averses, elle a subi l'absence de vision de ses dirigeants. Alors que les eaux envahissaient les habitations, le gouverneur Daniel Bumba multipliait les réunions stratégiques avec l'OVD et la CGT. Mais combien de diagnostics faut-il encore pour comprendre que nos caniveaux sont bouchés par l'incompétence?
La critique se veut frontale. Le gouvernorat pratique une politique de l'image. Pourquoi avoir lancé l'opération Zéro déchet en grande pompe à la Gombe, vitrine des élites, alors que Massina, Dili et Kimbanseke suffoquent sous les immondices qui bloquent les drains? Cette discrimination géographique est une insulte pour les millions de Quinois qui pataugent dans la boue. On nous parle de changement de mentalité. Mais comment exiger de la population qu'elle soit exemplaire quand l'État ne fournit ni bac de collecte, ni service de ramassage régulier dans les quartiers populaires? L'incohérence atteint son paroxysme avec l'annonce de la RFCK. La fin de la courtoisie routière est fixée au 20 janvier. Comment oser exiger des chauffeurs qu'ils soient en règle avec des certificats techniques quand le gouvernorat est incapable de leur offrir des routes dignes de ce nom, les condamnant à des embouteillages monstres et à une usure prématurée de leurs outils de travail? À Selembao, le taux de la cité ne ment pas. Faute de régie des eaux, le bidon d'eau jaune se négocie à prix d'or auprès de forages privés. On demande aux citoyens de payer des taxes, mais ils doivent aussi payer pour un droit vital que l'État a abandonné aux mains du secteur informel. Est-ce que Daniel Bumba se rend compte que Kinshasa ne se limite pas au boulevard du 30 juin? Un leadership qui se contente de réunions pendant que ses administrés perdent leurs biens dans les eaux est un leadership en perdition. Au-delà de nos infrastructures, c'est notre honneur national qui se joue parfois dans le choix des noms inscrits au fronton de nos avenues. L'Afrique australe nous donne une leçon de dignité. Nous saluons avec force la décision du président malawite Arthur Mutharika de débaptiser la Paul Kagame Road au profit de John Chilembwe. Il est inacceptable qu'un dirigeant accusé de violer notre souveraineté hérite d'un tel prestige symbolique chez un pays frère dont les soldats sont tombés sous le drapeau de la Samid RC pour défendre notre sol. C'est un acte de salubrité historique. Cette exigence de clarté doit s'appliquer à nos propres rangs. L'arrestation de l'officier Bolingo Matani, adjoint du général Chibangu à la tête de la 21e région militaire, révèle l'ampleur des défis au sein de notre appareil sécuritaire. Interpellé à Kinshasa pour des motifs de nationalité douteuse et de suspicion de trahison, cet officier supérieur est actuellement détenu par le Conseil national de la cyberdéfense, avant son transfert vers la prison de Ndolo. Cette affaire, traitée avec une extrême prudence par la justice militaire, souligne l'urgence d'un assainissement profond de nos rangs pour extirper toute infiltration capable de compromettre nos stratégies de défense nationale dans un climat de guerre d'usure. Enfin, ces jours de janvier sont ceux de la mémoire. Entre l'hommage à Patrice Lumumba et à Mzee Laurent-Désiré Kabila, le pays se recueille. C'est dans ce contexte que l'interpellation d'Aubin Minaku, cadre du PPRD, soulève une polémique. Son parti dénonce une stratégie de la terreur. Dans un état de droit, la justice ne doit jamais devenir l'instrument de la neutralisation politique. Nous forgeons la conscience de demain en regardant la vérité en face. Le nationalisme de Lumumba ne peut être honoré si nous laissons l'impérialisme, qu'il soit étranger ou interne, nous diviser. Terminons ce tour d'horizon par les brèves qui dessinent les contours de notre avenir commun. La crise de l'eau à Selembao prend des proportions alarmantes dans le quartier Eradi, où la régie des eaux est absente depuis 2 mois. Les habitants dépendent désormais totalement de forages privés payants. Une privatisation de fait d'un service public essentiel qui accentue la précarité des plus vulnérables. Cette absence de l'État dans les besoins vitaux est le terreau fertile de toutes les frustrations sociales. La diplomatie économique à Davos verra le président Félix Tshisekedi porter la voix de la RDC Pays Solutions du 20 au 24 janvier. Notre nation ne vient pas en demandeur, mais en détenteur de clés climatiques mondiales, particulièrement avec le projet du couloir vert Kivu-Kinshasa, couvrant 550 000 km². Cependant, cette ambition internationale restera une illusion si elle n'est pas adossée à une sécurité intérieure totale. On ne peut prétendre sauver le climat mondial si nos propres forêts sont le théâtre de pillages systématiques par des puissances étrangères.
La souveraineté commence par le respect de notre nom à l'étranger et la protection de nos foyers ici même. Le football africain prépare sa mutation radicale avec l'annonce par la CAF du lancement de la Ligue des Nations africaines pour 2029. Le docteur Patrice Motsepe souhaite instaurer une compétition régulière réunissant les 54 sélections du continent pendant les fenêtres FIFA, afin de compenser le passage de la CAN à un rythme quadriennal. Pour nos léopards, c'est une opportunité de renforcer l'unité nationale à travers le sport. Cependant, cette ambition sportive ne doit pas nous faire oublier que la véritable victoire sera celle de la paix, permettant à nos enfants de transformer les terrains vagues des camps de réfugiés en véritables stades de compétition. La diplomatie culturelle chinoise s'accélère avec la proclamation de 2026 comme l'année des échanges entre les peuples. Pékin muscle son soft power avec plus de 600 événements prévus en Afrique, misant sur la formation des élites et les échanges universitaires. Une stratégie qui interroge sur la capacité de nos propres institutions à forger un récit national fort face aux influences extérieures. Avant de refermer cette édition, retenons l'essentiel. Le sommet de Lomé tente d'imposer une cohérence africaine là où la fragmentation a échoué. La tragédie d'Uvira révèle un pillage qui s'attaque désormais à nos infrastructures routières. Kinshasa souffre d'un leadership municipal déconnecté des réalités populaires. Et le Malawi nous rappelle que la dignité nationale passe aussi par la reconquête de nos symboles. Que ce 18 janvier nous ramène à la pensée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo. Ce n'est pas un slogan, c'est une boussole. Trahir le Congo, c'est accepter l'infiltration. C'est détourner les fonds destinés aux routes. C'est laisser nos réfugiés pleurer seuls dans la boue. La fidélité à la nation est un exercice quotidien de vigilance. Demain, vous retrouverez ma collègue Elodie pour la suite de l'actualité. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Je vous invite à visionner demain sur notre canal YouTube Inside News RDC, notre nouveau dossier spécial intitulé « Dédollarisation en RDC, souveraineté ou illusion ». Ce dossier traitera en profondeur de l'indépendance financière que doit rechercher à tout prix notre nation. Que Dieu bénisse notre nation, qu'il protège nos forces armées et qu'il veille sur chacun de vous. Bon début de semaine à tous. C'était Ilunga pour Inside News RDC.